Alain Weinstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Jacques Rancière, qui publie La méthode de l'égalité. Entretien avec Laurent Jean-Pierre et Dorc Zabunian chez Bayard. C'est beaucoup plus facile quand on n'a aucun papier devant les yeux, aucune forme obligée, de trouver une ouverture pour dire les choses autrement et pour déplacer son propre dire. La situation que vous décrivez à la toute fin de ce livre d'entretien, Jacques Rancière, et que j'ai lu pour commencer l'émission, c'est un peu la nôtre ici, puisque vous n'avez aucun papier devant vous. Donc vous êtes libre de trouver une ouverture pour dire les choses autrement, ou même déplacer votre propre dire. Oui, c'est toujours le problème, enfin le rapport entre l'écriture et puis ce qui vient après, d'une certaine façon. On écrit, comme dirait Foucault, pour n'avoir pas de visage et pour ne pas avoir finalement à parler, quoi. Et puis bon, une fois qu'on a écrit, bien sûr, il faut parler parce que les gens veulent que vous expliquiez ce que vous avez fait, veulent que vous rendiez compte, vous justifiez, vous expliquiez. Donc, bon, ce qui peut être vécu effectivement comme une contrainte difficile, parce que ça veut dire, il faut se répéter, il faut devenir le spécialiste de la pensée de Jacques Rancière, ce qui est vraiment pas intéressant, quoi. Et puis, d'un autre côté, oui, ça veut dire, on est dans une situation inédite et partout où il faut se jeter à l'eau, on peut espérer qu'il y a quelque chose qui va se passer, qui n'était pas déjà écrit. Enfin, pour vous, l'heure est venue des explications, puisque voilà un gros livre d'entretien sur vos livres. Et il faut dire que des livres, vous en avez écrit quand même beaucoup, avec des pôles différents, littérature, cinéma, politique, histoire, philosophie. Oui. Évidemment, ça demande des explications, tout ça. Oui, je ne sais pas si ça demande des explications. C'est-à-dire ça demande, au fond, toujours qu'on revienne un petit peu vers le centre de tout ça. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de dire pendant 2 ans, je vais m'occuper de la littérature, pendant 2 ans de la politique, et ainsi de suite. Non, il y a une espèce malgré tout, de centre en quelque sorte qui est au cœur de tout ce que j'ai fait. C'est en gros comment s'organise un monde perceptible pour des individus, comment est-ce qu'ils peuvent se repérer dans ce monde, comment est-ce qu'ils peuvent le penser, comment on peut dire ce monde, comment on peut l'imager. Et c'est d'une certaine façon, la politique, c'est aussi la construction d'un certain monde sensible, la manière d'y mettre des objets, d'y mettre des sujets, d'y mettre la capacité de ces sujets à parler et agir dans des situations. Et voilà, donc ça a pour moi toujours été un petit peu le centre, à partir de ce qui a été quand même pour moi un espèce de moment décisif dans mon trajet, à savoir ces 10 années que j'ai passées dans l'archive ouvrière, c'est-à-dire justement à découvrir comme cette espèce de révolution d'un monde perçu qui était à la base de ce qui était après résumé dans des expressions un peu trop grosses, comme ça, un peu trop larges, du genre parole ouvrière, mouvement ouvrier. Alors, vos interlocuteurs, Laurent Jean-Pierre et Dorc Zabunian, appartiennent à des disciplines différentes. Laurent Jean-Pierre est professeur de sciences politiques à Paris 8 et Dorc Zabunian est maître de conférences en études cinématographiques à Lille 3. Et dans leur avant-propos, ils disent que votre œuvre est unitaire dans sa perspective et dans sa méthode, mais qu'elle a connu et qu'elle connaît encore aujourd'hui des inflexions, des moments, des reprises.
Oui, effectivement, bon, il y a les, disons, les inflexions qui dépendent un peu de vous, comme ce jour où j'ai décidé de laisser un petit peu les débats philosophiques, des débats sur ce qu'on appelait à l'époque la théorie, pour m'immerger dans l'archive ouvrière, là où on peut dire que c'est une décision que j'ai prise, ou bien le moment où j'ai essayé de repenser un petit peu ce que j'avais fait justement, de retraduire dans les termes de la philosophie ce que j'avais découvert à travers l'archive ouvrière, par exemple. Bon, ou bien le moment où j'ai décidé d'aller regarder ce qu'avait bien pu écrire cet individu un peu bizarre qu'on appelait Joseph Jacotot, qui expliquait qu'il n'y a pas besoin d'expliquer. Voilà, il y a des inflexions qui viennent de vous, et puis il y a des inflexions que, d'une certaine façon, le monde vous propose, alors qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas. Mais bon, au fond, dans un sens, j'avais la ligne droite, et puis à un moment donné, il y a des gens qui vous disent, mais est-ce que vous pourriez pas venir nous parler de la politique aujourd'hui, de la démocratie, de son état? Et bon, à ce moment-là, on essaye en quelque sorte de retranscrire dans le langage des problèmes politiques ce qu'on a cru un petit peu apprendre à travers cette immersion dans l'archive ouvrière, ou bien à d'autres moments, il y a des gens qui vous disent mais vous avez travaillé sur l'histoire, on fait une exposition face à l'histoire au Centre Pompidou, donc voilà, vous êtes l'homme qu'il nous faut. Et à ce moment-là, bon, on n'essaye pas justement de replacer ce qu'on a déjà dit, mais on essaye tout d'un coup de se dire mais qu'est-ce que ça veut dire au juste histoire, en quel sens, bon, ça peut qualifier ce que font les artistes, qu'est-ce que c'est que histoire dans un tableau, quel rapport au fond les différents sens d'histoire peuvent avoir avec les différentes manières de mettre ensemble des formes, des couleurs, des mouvements, des paroles. Pour éclairer tous ces thèmes sur lesquels vous avez travaillé et peut-être faire une sorte de bilan, est-ce que l'entretien vous paraît la bonne formule? Le livre est un entretien. Entretien est au singulier, alors que je pense que vous avez dû en faire un certain nombre. Et ce n'est pas le premier entretien important que vous donnez. Oui, non, c'est vrai que encore une fois, c'est toujours un problème. Bon, c'est une espèce de scansion, effectivement. Là, c'est un entretien un peu particulier parce que il s'est quand même, bon, étalé sur 5 séances et sur plusieurs mois. Donc, bon, effectivement, c'est comme un entretien qui s'apparente à la construction d'un livre. Sauf que ce livre, on le fait en un sens à plusieurs. Oui, il y a des moments comme ça où on revient sur ce qu'on a fait, où on essaye de le repenser, de le construire. En même temps, bon, c'est vrai que pour moi, c'est quand même bon, les livres eux-mêmes qui font trajet, qui font bouger la pensée. C'est quand même dans un livre, d'une certaine façon, qu'on explicite ce qu'on a fait, justement pas sous la forme de l'explication, mais sous la forme du déplacement. C'est-à-dire qu'on va parler de la littérature autrement à partir de ce qu'on a pu travailler sur l'émancipation ouvrière. On va parler du cinéma autrement à partir de ce qu'on a pu travailler sur la littérature, et bon, et ainsi de suite. Je crois que ce qui est important, c'est la manière dont une pensée peut constamment se déplacer à travers le processus de l'écriture. Et bon, c'est pour ça aussi que l'entretien, pour moi, c'est souvent quelque chose que je corrige considérablement, et comme une espèce de compromis entre la forme parlée, qui est effectivement la forme du surgissement qui est possible tout d'un coup de quelque chose de neuf, et puis la forme écrite où on essaie justement de se rendre compte et de ce qu'on a fait, et de ce qu'on a écrit, et de ce qu'on a dit, et de le pousser un petit peu plus loin. L'entretien ne participe pas du travail de recherche. Non, enfin, c'est compliqué. Bon, moi, fondamentalement, ce que j'aime effectivement, c'est chercher. Bon, ce que j'aime, c'est être devant une matière, être devant des mots, être devant des archives, un texte, des images en mouvement, des images fixes, et bon, essayer d'une certaine façon de décrire ce qui se passe dans le rapport entre ces mots, entre ces images. Et pour moi, c'est ça la recherche, et l'écriture fait partie de la recherche qui essaye d'opérer en quelque sorte comme une réinscription de ce qui est sur un terrain supposé particulier, pour le généraliser, pour en faire quelque chose comme un objet commun de pensée. Alors oui, l'entretien, en un sens, il vient après, quoi, nécessairement. Et vous dites, Jacques Rancière, qu'il représente l'entretien une pièce non négligeable de ce que vous appelez la méthode de l'égalité, qui est le titre que vous avez donné à ce livre. Oui, bon, la méthode de l'égalité, bon, qu'est-ce que c'est? C'est la méthode, effectivement, qui ne se donne pas, pour le dire très vite, comme supérieure à son objet, quoi. La méthode de l'égalité, ça a voulu partir, effectivement, dans cette recherche
sur l'archive ouvrière, bien que je n'étais pas un historien, que je n'étais pas qualifié, et bon, c'est les historiens, en général, me l'ont fait, me l'ont signifié, quoi. Et bon, et puis, laisser en quelque sorte l'objet, me dicter en quelque sorte la méthode, au lieu d'arriver avec la méthode et de dire, voilà comment les objets vont se ranger en quelque sorte sous les catégories que j'apporte. Donc la méthode, oui, la méthode de l'égalité, fondamentalement, c'est ça, à savoir, au fond, essayer de traverser un petit peu tout domaine de recherche, non pas comme un spécialiste, non pas comme un philosophe qui va voir sur le terrain de l'empirie, non pas sur un historien qui est censé avoir la méthode historique, et non pas non plus comme un théoricien de la littérature, un théoricien du cinéma, et bien ainsi de suite. Je suis quand même, j'ai grandi dans une époque où un petit peu toutes ces spécialisations, disons, existaient beaucoup moins que maintenant. Il n'y avait pas des film studies, des cultural studies, toutes sortes de choses comme ça qui, en quelque sorte, cadrent toujours des domaines particuliers. Donc l'important pour moi, effectivement, c'est d'essayer de traverser un petit peu tous ces domaines pour en dégager les formes et les enjeux fondamentaux pour, au fond, justement, du point de vue d'une pensée qui ne serait pas la pensée d'un spécialiste. Et bon, c'est aussi, au fond, de toute façon, dans l'interview, ça veut dire aussi, se mettre en quelque sorte devant ce qu'on a fait, au risque de ce que l'autre y a vu, l'autre y a lu, disons, éventuellement, disons, du point où il va essayer de vous coincer, quoi. La méthode de l'égalité, c'est ce qui permet de passer de Mallarmé à Bellatar, par exemple. Oui, par exemple, bon, je ne sais pas s'il y a des rapports absolument évidents entre Mallarmé et Bellatar. Bon, c'est ce qui m'a permis effectivement de passer de la description d'une journée de travail par un ouvrier dans les années 1840 avec ce que Platon dit du temps et du fait que, disons, l'ouvrier doit rester chez lui à son atelier parce que le travail n'attend pas. Bon, c'est ce qui m'a permis effectivement aussi de ressentir ce qu'il peut y avoir de commun entre l'aspiration d'Emma Bovary à vivre une autre vie et ses aspirations collective qui avait lieu en même temps, ce qui me permet, oui, aussi effectivement de voir ce qui peut lier, chez Mallarmé comme chez Bellatar, une recherche qui apparaît comme entièrement formelle, à un enjeu qui est un enjeu humain. J'ai essayé de rappeler justement que Mallarmé n'était pas cette espèce de poète un petit peu de la nuit absolue, du langage se pensant lui-même, mais qu'il était quelqu'un qui avait aussi une idée du poème comme ayant une certaine fonction dans une économie symbolique de la société. Bellatar, c'est quelqu'un aussi que justement, à la fois, on peut dire, c'est entièrement formel, ces plans qui n'en finissent pas, c'est extrêmement lent, extrêmement solennel, et en même temps, c'est quelqu'un qui dit sur le communisme et la fin du communisme des choses qu'on ne trouvera pas chez des cinéastes supposés, politiques, engagés et réalistes. Par conséquent, pour vous, il n'y a pas de lieu propre de la pensée. Non, effectivement, c'est peut-être aussi parce que, j'ai pas vraiment l'esprit spéculatif. Il y a des gens qui pensent qu'effectivement, il y a un lieu propre où la pensée se pense elle-même, que la philosophie est ce lieu. Pour moi, la philosophie a toujours, je n'ai pas essayé, disons, spécialement de me prévaloir d'une identité de philosophe, mais oui, non, ce qui m'a intéressé précisément, c'est toujours de traverser des lieux qui sont différents et de montrer la pensée où elle est à l'œuvre, où justement, dans des situations concrètes, à l'œuvre, mise en pratique par des gens qui ne sont pas censés être des penseurs. C'est quelque chose évidemment qui aussi a été pour moi une des leçons de Michel Foucault, et de l'archéologie de Michel Foucault, l'idée que ce qui est intéressant, c'est d'étudier justement la pensée là où elle n'est pas le spécialiste, où elle n'est pas la spécialité justement des gens qui sont compétents sur la pensée, mais où elle est à la fois où elle appartient à tout le monde et où elle œuvre, je dirais, un petit peu comme dans la chair même de la pratique sociale. Elle est partout au travail. Elle est partout au travail, oui. Alors, un seul entretien, mais qui se compose de 4 parties: genèse, ligne, seuil, présent. La première partie, genèse, revient à travers votre formation et vos travaux de jeunesse sur ce qui est véritablement à l'origine, c'est-à-dire l'élaboration de votre projet intellectuel.
Oui, bon, la première partie, effectivement, c'est un petit peu cette espèce de moment quand même assez extraordinaire des années 60 que on a vécu, que moi j'ai vécu donc quand j'étais jeune étudiant normalien, donc cette espèce de grande effervescence qui s'appelait à l'époque bon structuralisme, qui correspondait aussi à cette espèce de grande effervescence politique. On avait l'impression qu'on était comme un espèce de moment nouveau, un petit peu de la révolution mondiale, et que bon, on était au cœur d'une pensée nouvelle qui allait être comme à la hauteur au fond de la situation historique. Bon, ça a été quelque chose d'extrêmement important, y compris avec ses contradictions, avec le fait que, bon voilà, on avait participé pour un certain nombre d'entre nous à l'entreprise althussérienne, c'est-à-dire une entreprise qui essayait justement de retrouver la pensée authentique de Marx, la science marxiste, et d'expliquer que c'était cette science qui devait être imposée dans les cervelles, disons, trempées d'idéologie, quoi. Et puis, il y a eu bien sûr l'événement 68 comme une espèce de choc. Tout d'un coup, on se dit, mais cette espèce de science, peut-être elle n'était là que justement pour réprimer les raisons et les formes véritables de la révolte contre la domination. Mais vous dites que vous n'avez pas fait grand-chose en 68. Non, j'ai pas fait grand-chose parce que justement, bon, moi, j'arrivais à la fois de ma campagne et en même temps de mon univers althussérien, et qu'au départ, les histoires d'étudiants, la campagne, vous étiez Porte Champéret. J'étais Porte-Champéret, mais j'étais aussi beaucoup en Normandie. Bon, à l'époque, vous savez, j'étais à la Fondation Thiers, qui était un lieu où il n'y a pas beaucoup de contraintes, et donc j'étais souvent aussi en Normandie. Et voilà, donc, puis bon, il y a toutes sortes de raisons qui m'avaient pendant un an écarté un petit peu du monde, donc je débarquais là. Donc il m'a fallu un temps pour m'acclimater. D'abord, devant effectivement celui qui dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, ces étudiants qui ont plein de mots d'ordre complètement idéologiques, pas scientifiques, c'est la catastrophe, et ainsi de suite, quoi. Puis petit à petit, bon, il y a cette espèce de réalité qui s'impose quand même, à savoir que tout un pays se trouve en arrêt, tout un système hiérarchique semble s'écrouler comme ça tout d'un coup, et tout sans le remettre mis en question par l'action de ces jeunes idéologues et compagnie. Et à ce moment-là, on se dit, bon, peut-être qu'il faut, oui, repenser un petit peu bon, les raisons pour lesquelles un ordre tient et les raisons qui font qu'un ordre peut s'effondrer. Et vous étiez un étudiant engagé? Oui, j'avais été un étudiant communiste dans les années 60, justement sur une base qui était un petit peu la base althussérienne, à savoir, il faut que on fasse pénétrer chez les étudiants la véritable science marxiste. Sauf que la véritable science marxiste, en même temps, on était chargé de l'inventer nous-mêmes. Bon, ce qui était l'aventure un peu folle de lire Le Capital. Oui, bon, il fallait dégager la véritable philosophie de Marx, et comme j'étais le premier à parler, il fallait que ce soit moi qui commence à la dégager. Bon, ce qui était effectivement, je dirais, comme une espèce de provocation pour moi, invraisemblable, et peut-être à long terme un premier moment de réflexion sur cette espèce d'arrogance en quelque sorte avec lesquelles on venait en quelque sorte apprendre aux gens, aux penseurs, aux universitaires, aux étudiants, mais à tous aux ouvriers, à tout le monde, ce que c'était en vérité que ce marxisme dans lequel ils avaient vécu pendant 10 ans, 20 ans ou plus, quoi. Alors après 68, il y a eu l'expérience de Vincennes, Paris 8, où finalement vous avez fait toute votre carrière universitaire. Oui, j'ai fait effectivement même toute ma carrière. Bon, donc j'ai fait partie de cette première équipe qui avait constitué Michel Foucault en 68 lorsque Vincennes a été créé, et où tout de suite il y a eu comme cette espèce de conflit entre des gens qui étaient bien là, qui se disaient ben voilà, ça c'est l'université rénovée, et d'autant plus rénovée qu'on est là, ce qui est bien la preuve qu'elle est neuve, quoi. Et puis ceux qui disaient mais c'est la récupération, c'est bon dans le langage de l'époque, c'est la bourgeoisie qui cherche à récupérer bien sûr la révolte étudiante. On va pas se laisser faire, on va continuer le combat. Donc on était dans cette espèce de conjonction qui pour moi était très instructive, y compris à travers ce qui pouvait y avoir un petit peu d'illusion à l'époque, mais quand même au fond très 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 instructive. Malgré tout sur les choix, sur les choix possibles, quoi. Est-ce qu'on joue le jeu, est-ce qu'on joue pas le jeu? Alors on peut dire oui qu'effectivement à l'époque on était un petit peu des idéalistes, mais d'un autre côté quand on voit ce qu'est l'université aujourd'hui, on se dit qu'après tout, malgré tout, les raisons qu'on avait de la mettre en question restent des raisons solides. Mais très vite, vous avez compris que votre affaire, c'était pas l'enseignement, c'était pas l'écriture, mais beaucoup plus la recherche. Et c'est à partir de là que, comme vous le rappeliez au début de l'entretien, vous êtes plongé dans les archives ouvrières, c'est-à-dire dès les années 72-73, avec au départ un projet bien arrêté.
Bah, au départ, oui, un projet un peu fou, quoi, consistant à dire, bon, on a vécu, d'une part en 68, d'autre part dans les années militantes de l'après 68, on a vécu malgré tout l'écart entre, disons, disons le mouvement ouvrier, la pensée ouvrière construite en pensée par le marxisme et puis la réalité des formes d'action, de mouvement, de révolte. Et bon, voilà, je vais essayer de comprendre en quelque sorte comme la généalogie de tout ça. Donc, avec en gros l'idée, bon, en 1844, Marx est à Paris, bon, il écrit ce fameux texte, disons, les manuscrits économico-politiques. Je vais comme repartir de ce moment-là, quoi, comme cette espèce de, en quelque sorte, comme de rendez-vous manqué initial où d'un côté s'élabore la pensée marxiste et puis de l'autre se développe, bon, des formes d'associations ouvrières, de revendications, toute une série de luttes, depuis des luttes, disons, dites corporatives jusqu'aux barricades de 48. Voilà, donc au départ, je voulais aller partir de là, puis suivre comme toute l'histoire jusqu'à la naissance du Parti communiste français. Bon, c'était un projet complètement fou, bien sûr, et bon, je pouvais pas le réaliser, et surtout, très rapidement, ce qui m'a intéressé, effectivement, c'était cette espèce de noyau auquel j'ai eu accès, bon, notamment à travers les archives du menuisier Gogny. Tout d'un coup, on comprenait véritablement ce que signifiait pour un ouvrier en 1831-32 adhérer à la doctrine saint-simonienne, ce que ça voulait dire pour eux que changer la vie, ce que ça voulait dire émancipation. Donc après, j'ai essayé véritablement de construire un petit peu mon travail, bon, à partir de cela, à savoir comment il y a comme cette espèce de révolution intellectuelle et esthétique et quasiment existentielle qui soutient, bon, ce qui par après va se développer comme pensée ouvrière, mouvement, organisation ouvrière, et ainsi de suite. Et c'est ça qui est devenu, disons, petit à petit le cœur de mon travail. Mais en vous lançant dans cette voie de recherche-là, est-ce que vous n'aviez pas l'impression d'être un peu un aventurier solitaire ? C'est-à-dire que bon, je me rendais pas compte. Vous savez, à l'époque, on était un peu fous. Bon, bon, après, disons, l'ordre universitaire s'est rétabli très très fortement. Ça serait difficile de le faire aujourd'hui, mais bon, à l'époque, on avait l'impression que tout était possible. Bon, j'étais en partie solitaire, en partie il y a le groupe des révoltes logiques qui s'est constitué. Bon, j'avais un petit peu quelques rapports avec certains historiens, surtout des historiennes, il faut bien dire. Et puis, donc voilà, d'une certaine façon travailler solitairement. En même temps, j'avais l'impression de participer à un mouvement, c'est-à-dire 73, 74, ça a été aussi le moment de la grève de Lippe, le moment où on avait l'impression justement de redécouvrir un mouvement ouvrier qui aurait été comme semblable précisément à ce que j'étais en train d'étudier, au fond, comme si je retrouvais comme le fil en quelque sorte et dans l'actualité de ce que j'étais en train d'étudier. Donc c'était pas vraiment de la solitude, non. Enfin bon, la solitude ne me gêne pas énormément, mais c'est une solitude dont j'avais l'impression en même temps qu'elle résonnait dans le présent. Vous reconnaissez des influences ? Tout à l'heure, vous parliez de Michel Foucault, vous avez cité Flaubert aussi. Oui. Est-ce que ce sont des ascendants ? C'est très compliqué la question des ascendants. Bon, c'est sûr que Michel Foucault a été pour moi très important pour les raisons que j'ai dites. C'est-à-dire tout d'un coup on essaye de passer dans le domaine de la pensée effective, avec peut-être pour moi une réflexion un petit peu différente, parce que au fond la question de Foucault, qu'est-ce qu'il est possible de penser finalement dans tel moment, bon, pour moi est devenu plutôt en même temps, qui a la possibilité de penser au fond derrière l'idée de qu'est-ce qu'on peut penser? Très vite s'est imposé la question de donc qui peut penser. Donc voilà, bon, qui était une question que malgré tout a été portée essentiellement, je dirais, par ceux qui étaient mes objets, c'est-à-dire bon, par le menuisier Gogny, par Joseph Jacotot et l'émancipation intellectuelle. Bon, c'est pour ça que je me suis permis un peu la provocation à l'égard de certains dans le livre, de dire que Gogny et Jacotot avaient été mes maîtres plus que Heidegger ou Lacan, par exemple. Une certaine gêne à l'égard de l'écriture philosophique ? C'est pas une gêne, c'est bon, finalement, je dirais de cette façon, on écrit comme on peut, ou on écrit avec ce qui vous importe. Bon, c'est vrai que développer les concepts en eux-mêmes, pour moi, c'est pas très intéressant. Le problème, c'est effectivement de partir de ce que j'ai appelé des scènes, c'est-à-dire vraiment des moments, des situations où de la pensée est à l'œuvre, où tout d'un coup, effectivement, les grands mots
on voit ce que ça peut vouloir dire très très précisément. Bon, en termes d'un geste, en termes d'un emploi du temps, en termes d'une manière d'être dans un espace. Et bon, c'est ça qui m'a intéressé, dont j'ai voulu rendre compte, ce qui fait effectivement que pour ça, disons des références d'écrivains, de Flaubert à Virginia Woolf ont été pour moi effectivement très très importantes, parce que il n'y avait pas dans la philosophie tellement des manières d'écrire ce qui m'importait d'écrire. Dans le livre, vos interlocuteurs mettent en avant le maniement que vous faites de l'humour, un point qui n'est pas souvent relevé. Et on n'a pas vraiment l'impression que vous êtes un bout en train. Non, mais un bout en train, c'est pas un humoriste. Je dirais que non. Je me charge rarement de faire rire les gens aux éclats. Et bon, je pense que ça marcherait pas très bien. Mais d'une certaine façon, c'est un peu, vous savez, comme Charlie Chaplin dans le cirque. C'est-à-dire que bon, finalement, il déclenche un fou rire d'une certaine façon par la manière dont il entre. On peut dire en quelque sorte en intrus sur une piste de cirque. Et puis quand on lui demande de faire rire, évidemment, il fait pas du tout rire, quoi. Et bon, je crois que l'important justement, c'est un petit peu les déplacements qu'on peut opérer. Il ne s'agit pas de faire rire les gens, mais tout d'un coup simplement d'indiquer comme des espèces de petits déplacements, à savoir que bon, il y a une vision officielle des choses, et puis il y a quand même quelque chose d'un petit peu bizarre, cette vision officielle des choses. Il y a des choses qui sont tenues pour admises, et puis bon, malgré tout, ça fonctionne pas du tout. Alors bon, on peut le dire en prenant le marteau, etc., en disant voyez un petit peu ça, c'est nul, etc. Puis bon, j'essaye de faire autrement, c'est-à-dire de créer un petit peu du soupçon, de l'amusement. Alors effectivement, on peut ne pas le voir du tout. Effectivement, il se trouve que les interlocuteurs auxquels j'avais affaire là s'en étaient déjà un petit peu rendu compte. Bon, que Dorcas Zabunian avait notamment écrit déjà un petit texte sur mon travail sur le cinéma, et en particulier justement sur un article sur Rossellini qui jouait un petit peu sur la façon dont Ingrid Bergman, le personnage d'Ingrid Bergman dans Stromboli, disons, transformer la maison du pêcheur en une maison de pêcheur. Il y avait quelque chose comme une espèce, comme ça, je dirais, de manière de dire les choses. Et dans un sens, on peut dire beaucoup de choses comme ça. C'est-à-dire, bon, effectivement, la personne qui, dans les années juste après-guerre, décide en quelque sorte, comme d'anticiper sur le devenir des civilisations méditerranéennes, c'est quelque chose qui est très très fort, qui a une signification politique et théorique. Et en même temps, tel que c'est pratiqué, tel que je peux en rendre compte, c'est quelque chose qui se traduit comme par une espèce de d'effleurement léger, quoi. L'humour, en tout cas, il en faut aujourd'hui, parce que la conjoncture est plutôt douloureuse. Oui, la conjoncture est douloureuse. Bon, et probablement il faut plus que de l'humour. Je pense qu'il faut des forces subjectives. Peut-être il faut des marteaux, quoi, des marteaux et des haches, peut-être. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut au moins de l'humour. C'est-à-dire qu'il faut au moins maintenir une espèce de distance par rapport au discours officiel. Bon, celui qui s'étale un petit peu tous les jours partout, quoi. Bon, il est clair que j'appartiens à une génération qui a connu effectivement peut-être des grandes espérances, qui a quand même vu dans les années 80-90, on peut dire ce qu'on pourrait bien appeler toute une espèce de contre-révolution intellectuelle, et qui voit maintenant donc cette espèce de doctrine en quelque sorte imposée par quelques banques ou agences de notation devenir l'organisation du monde, et qui voit finalement toute une flopée de gens supposés savants, intellectuels, penseurs, ne rien faire de plus que la légitimation théorique de cet ordre du monde, quoi. Et par rapport à ça, je pense que des gens de ma génération et de mon âge, ce qu'ils peuvent faire au moins, c'est de maintenir la distance, de dire quand même que tout ça, c'est quand même assez drôle, quoi. Enfin, c'est drôle. C'est pas drôle, mais en même temps, il faut dire que c'est drôle. Enfin, que c'est quand même un petit peu risible, tout ce qui a pu valoir comme discours théorique sérieux, et comme discours sur la politique, depuis 20 ou 30 ans, c'est quand même quelque chose dont il faut un petit peu rire. Et peut-être que si les gens de ma génération rient, les jeunes, eux, disons, se sentent un petit peu comme regonflés pour faire plus que rire, quoi, parce qu'effectivement maintenant c'est à eux que l'avenir appartient. Vous pensez que l'humour peut remplacer l'énergie de révolte ? Je pense pas qu'il peut remplacer l'énergie de révolte, mais je dirais que il peut en tout cas maintenir l'écart. Et je pense que c'est quelque chose qui est important. Non, bien sûr, il faut faire plus, mais on voit bien même que dans les révoltes d'aujourd'hui, il y a toute une part, je dirais, qui est d'humour. Enfin, je veux dire, à travers tous
les mouvements depuis le printemps arabe, les indignés, Occupy Wall Street, enfin, tous ces différents mouvements, on voit qu'il y a justement comme une espèce de mélange en quelque sorte, d'une espèce disons, de sortie dans la rue pour dire bon ça suffit quoi, ça suffit, donc ce qui s'est appelé indignation, mais on voit en même temps aussi que bon cette indignation, c'est aussi la marque d'une distance, tout d'un coup une manière de dire excusez-nous mais votre monde n'est plus le nôtre, même si vous nous l'imposez. Bon, excusez-nous, mais enfin, malgré tout, toutes vos raisons sont risibles. Et donc, je pense que dans toutes les manifestations, bon, qui ont lieu un petit peu partout, on les voit pas toujours. Bon, je trouve que j'ai été dans une université comme ça américaine, dans le Wisconsin, il y a 2-3 ans. Il y a eu avant une espèce de grand mouvement de protestation contre le gouverneur, avec toute une espèce de déploiement en quelque sorte d'humour. Ils avaient occupé le Capitole de l'État, et donc justement, il y avait comme ce mouvement qui en même temps prenait, comme il a pris dans beaucoup d'autres endroits, des formes un petit peu de dérision. Je crois qu'il faut les deux à la fois, mais cela dit, bon, il est clair que la dérision ne suffit pas. Le livre s'intitule La méthode de l'égalité, mais bon, c'est vrai que ce qui domine aujourd'hui, ce serait plutôt l'inégalité. Oui, non, ce qui domine effectivement, c'est l'accroissement un peu partout de l'inégalité des conditions. Ce qui domine, bon, c'est effectivement une loi. C'est une loi, bon, imposée par un tout petit nombre. C'est les fameux 1% dont on parlait à New York. Bon, au reste, non seulement 99% de la population, mais plus encore au reste de l'humanité. Et surtout ce qui a dominé depuis pas mal de temps, c'est toute une série de discours qui mettent l'égalité en question, qui vous expliquent que l'égalité, c'est l'horreur, c'est le terrorisme, c'est le totalitarisme, et ainsi de suite. Voilà, bon, il y a cette espèce de chape idéologique extrêmement forte qu'on a vu commencer à la fin des années 70 déjà, avec ce qu'ils appelaient une nouvelle philosophie, et qui n'a cessé de se développer. Donc oui, il faut dire que l'égalité, elle est un peu partout au pouvoir. Et en même temps, bon, je suis quand même frappé de voir que, disons, que l'égalité a toujours ses champions et ses militants.